Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision pour suivre ce nouveau numéro de géopolitique. Ici au plateau, nous sommes avec le journaliste et consultant Gaëtan Kombi, que vous connaissez. Gaëtan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Amiral, bonjour à tous les abonnés de Web Info. Vous êtes chroniqueur politique, vous êtes politologue de formation. Ici au plateau, nous sommes ensemble pour devoir revenir sur ces décisions ici de la force de l'EAC et des États-Unis qui demandent au gouvernement de Kinshasa, voire même les Ouazalendo qui sont en train de se battre sur le terrain, de pouvoir cesser avec les hostilités, avec les combats pour devoir observer donc le cessez-le-feu et pouvoir résoudre la question là de M23 d'une façon là pacifique, c'est-à-dire le dialogue. Alors que d'une part, les affrontements continuent toujours sur le front de Bouiza, dans les territoires de Rutshuru, mais également à Massissi. Les M23 restent toujours aux avant-postes, continuent toujours à attaquer les positions de Ouazalendo, alors que les Ouazalendo sont en train d'accuser, vous le savez, vous avez d'ailleurs suivi sur notre chaîne comme quoi la force de l'EAC est en train de pouvoir s'interposer sur les lignes de front, ce qui n'était pas en train de permettre aux Ouazalendo de pouvoir foncer et chasser l'ennemi du territoire congolais, ces jeunes patriotes résistants bien sûr qui sont très déterminés à pouvoir chasser les M23 jusqu'à leur dernier retranchement, voilà, c'est-à-dire le Rwanda. Ici au plateau, nous sommes avec M. Gaëtan qui va devoir nous aider à comprendre dans la géopolitique pourquoi les États-Unis d'Amérique sont en train de vouloir soutenir, par exemple, la guerre du Moyen-Orient, Israël contre les Hamas. Les États-Unis ont été le premier à pouvoir soutenir Israël et dire comme quoi Israël était dans la légitime défense de pouvoir se défendre convenablement. Et les États-Unis, je rappelle qu'ils ont eu à déployer de l'aide immédiate sur Israël. Mais quand il s'agit de Congo-Kinshasa, dans ce conflit qui oppose depuis des années la RDC face au Rwanda à travers ce prototype de M23, les États-Unis qui s'interposent comme quoi les deux parties doivent revenir à la table des négociations. Voilà, Gaëtan, quelle est l'analyse que vous faites vis-à-vis de cette déclaration de la force de l'EAC qui ont reconnu dire comme quoi ils ne sont pas en train de s'interposer, interdire aux Ouazalendo de pouvoir continuer à se battre, et les États-Unis qui ont sanctionné avec un communiqué comme quoi les deux parties, c'est-à-dire les deux belligérants, doivent revenir à la table des négociations et pouvoir respecter les cessez-le-feu comme cela est inclus dans les accords de Luanda et Nairobi. Ces communiqués de l'EAC rentrent dans la logique effectivement de ce que font les États-Unis et leurs alliés et leurs caniches, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident. On voit que les États-Unis prennent toujours position pour le Rwanda dans cette histoire, dans son invasion sur les territoires congolais. Donc, ce communiqué est en quelque sorte la suite logique de ce que sont les États-Unis, le Rwanda et l'Ouganda. Et moi, je pense que la plus grosse erreur de Félix Tshisekedi et de la République démocratique du Congo, c'est d'avoir en quelque sorte pactisé à travers l'EAC avec le pays qui forme même cette cabale qui est montée contre la République démocratique du Congo. Mais d'une part, il y a les Ouazalendo qui avaient donné un moratoire de 48 heures aux rebelles, à la force de l'EAC de pouvoir leur laisser le passage libre afin qu'ils puissent affronter l'ennemi. D'une part, la force de l'EAC, surtout là où il y a les contingents kenyans, les contingents de l'Ouganda, mais également les contingents sud-soudanais. Cette force a eu à dire comme quoi récemment qu'elle n'était pas là pour devoir soutenir le M23 ou soit les deux parties, mais elle est là pour protéger les civils. Quelle est l'analyse que vous faites? Déjà, le comportement de troupes de l'EAC, selon qu'ils sont de l'Ouganda ou du Rwanda ou du Burundi, du Kenya, dépend en quelque sorte des relations diplomatiques entretenues entre la RDC et ces pays-là, et les pays dont ils sont issus. Donc, lorsque vous voyez le comportement des troupes burundaises, vous sentez qu'il y a une forme de... je ne vais pas utiliser les termes complicité, mais vous sentez que les troupes burundaises sont beaucoup plus du côté congolais, et donc leur comportement va dans le sens du désidérata de la République démocratique du Congo sur la ligne de front, mais d'un autre côté, vous trouvez que les forces, les troupes ougandaises, les troupes rwandaises, les troupes kenyanes aussi, vous sentez que ces troupes des ennemis de la RDC, des pays qui forment en quelque sorte cette cabale qui est montée insidieusement par les États-Unis
et par l'Union européenne et par tous les blocs occidentaux contre la RDC. Et c'est ce qui serait à la base à ce que le gouvernement, à travers le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a déclaré que la force de l'EAC doit sortir du territoire congolais à partir du 8 décembre. Oui, justement, parce que c'est aussi consécutivement disons, à la tendance que prend le gouvernement congolais et l'État congolais globalement, de se passer de toutes ces armées-là qui sont venues dans une mission de stabiliser les territoires congolais, mais qui s'est mis aujourd'hui en complice même pour la déstabilisation de la RDC. C'est le cas de la MONUSCO dernièrement, dont le retrait est en cours et qui va arriver certainement plus rapidement qu'est prévu, mais aussi l'EAC aujourd'hui qui est devenu complètement impopulaire au sein de la classe politique congolaise. Inefficace même parce que l'EAC, on l'attendait dans une approche beaucoup plus offensive. Rappelez-vous de déclaration du président Tshisekedi lorsqu'il avait déclaré que le fort de l'EAC allait directement rentrer par Bunagana et mettre hors d'état de nuire les M23. C'est qu'il était convaincu de l'approche offensive de force de l'EAC, mais aujourd'hui, il se rend compte qu'il est encore une fois trahi. Par qui? Par les forces issues des pays qui forment la cabale montée contre la République démocratique du Congo. Mais pendant cet temps, comment expliquer sur le plan diplomatique que la RDC est en train de pouvoir se détacher ou soit se désolidariser de la force de l'EAC et puis faire venir encore la force de la SADC, alors que sur le plan stratégique, les jeunes Ouazalendou continuent toujours à se défendre favorablement ou soit comme il se doit? Moi, je pense que l'avenir négocié, la négociation de l'avenir de la SADC a précédé quand même la montée en puissance ou, disons, l'approche offensive aussi d'Ouazalendou, qui n'est pas un phénomène très ancien. C'est d'ailleurs très récent qu'ils ont pris une certaine ampleur sur la ligne de front. Donc, le gouvernement avait dépêché un général, je crois le général Chico, en Angola pour de la SADC, parce que moi, je pense que c'est lié au fait que la RDC a compris qu'il s'est laissé berner par les forces de l'EAC, que la RDC s'est finalement laissé mentir encore une fois par les forces de l'EAC. Il fallait prendre un partenaire crédible et aujourd'hui on sait qu'historiquement parlant, remontant même aux années du feu ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, c'est les forces de la SADC. Ce sont les forces de la SADC qui ont sauvé Kinshasa de l'emprise de forces du RCD. Donc il fallait en quelque sorte trouver un partenaire crédible. Et aujourd'hui, par rapport à l'EAC, les forces de la SADC forment quand même cette force crédible-là qui peut venir à la rescousse de la RDC. Monsieur Gaëtan, revenons un peu à ce communiqué-là des États-Unis, l'ambassade des États-Unis, qui a eu à tenir un communiqué par rapport à la situation actuelle sur les lignes de front, comme quoi les deux belligérants doivent revenir sur la table de négociation. Une solution militaire n'apportera pas, pardon, une intervention militaire ne va pas apporter une solution durable. Il fallait plutôt revenir à la table de négociation, les dialogues, sans oublier que Kinshasa reste catégorique en ce qui concerne les dialogues avec les rebelles du M23. Qu'est-ce que cela signifie quand les États-Unis prennent position dans un conflit qui dure maintenant bientôt 3 décennies, un conflit israélo-palestinien, les États-Unis qui prennent directement position du côté israélien? Ce que j'aime, c'est que ce jeu des États-Unis est déjà bien cerné aujourd'hui, même par le commun de mortels, même par les citoyens lambda, ils savent absolument à quel jeu se livrent les États-Unis. Est-ce que ce ne serait pas une façon de prendre pour compte la population congolaise ou soit de cracher sur les efforts de la population congolaise qui est en train de se libérer, bien sûr, à travers la Constitution qui demande que tout Congolais a le droit de pouvoir prendre les armes et de défendre le pays? Ben justement, parce qu'aujourd'hui, qui est inquiété par la montée en puissance des Ouazalendou, par la déclinaison qui prend de plus en plus les M23, ce sont les États-Unis qui interviennent à travers la force de l'EAC. Même la force de l'EAC, vous sentez qu'ils sont en quelque sorte complices. Et ce n'est plus quelque chose à cacher de la déstabilisation de force de l'EAC. Maintenant, j'aimerais que, disons, de la déstabilisation de la région, de la partie est de la RDC. Mais j'aimerais que l'on revienne en quelque sorte sur les Ouazalendou. Parce que moi, je pense que les États-Unis font semblant de ne pas comprendre
qui sont les Wazalendou, ou ils ne comprennent pas du tout qui sont les Wazalendou. Mais ce sont des réservistes. Oui, justement, des réservistes. Ils sont des résistants. C'est un peu comme... En Ukraine, on les appelle même des volontaires, des réservistes. Mais quand c'est chez nous, on ne comprend pas. L'opinion publique ne comprend pas qu'est-ce que c'est. On ne veut pas comprendre que les Wazalendou puissent combattre aux côtés des FARDC. Oui, justement, c'est ces petits jeux-là d'hypocrisie de la part des États-Unis qui jouent le jeu de deux poids, deux mesures, parce qu'on a vu les mêmes États-Unis qui soutiennent haut la main la solution à deux États et l'autodétermination et l'indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine, ne soutiennent pas du tout l'indépendance et l'autodétermination et la création de l'État de la Palestine. Donc vous sentez qu'ils sont en train de jouer au jeu des deux poids, deux mesures. Mais ce que moi j'aime, c'est qu'aujourd'hui, la scène internationale, elle a changé. Il n'y a plus cette scène internationale selon laquelle les États-Unis étaient la toute-puissance, étaient les seuls maîtres du monde. Aujourd'hui, on est dans une approche un peu de tripolarité où la Chine s'impose aussi comme grande puissance financière, où la Russie s'impose comme grande puissance militaire. Je me rappelle même d'une phrase dans les livres d'un auteur, Alain Frinchon, je crois, le livre c'est l'ère des dictateurs, l'ère des autocrates. Il a dit qu'aujourd'hui, la Chine représente l'argent et la Russie représente les biceps. Donc il n'y a plus que les États-Unis. D'ailleurs, aujourd'hui, les États-Unis sont en perte de vitesse. Et donc aujourd'hui, moi je pense que c'est dans cette logique-là de reconquérir la puissance, leur puissance, que les États-Unis aujourd'hui commencent en quelque sorte à défendre leurs alliés, que ce soit sur le continent africain, que ce soit sur le continent européen et partout ailleurs au monde. Donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui comprendre la position des États-Unis qui ne changera pas. Les États-Unis soutiendront la déstabilisation de la RDC par le Rwanda. Mais Gaëtan, il y a ce que la communauté congolaise, l'opinion congolaise n'est pas en train de comprendre, parce qu'au vu de tout ce que Kinshasa, la RDC donne aux États-Unis sur le plan géostratégique, on ne comprend pas pourquoi les États-Unis continuent toujours à déstabiliser le régime en place. Pourtant, au vu et aux yeux de tous actuellement, les États-Unis profitent, tirent beaucoup plus par rapport à d'autres superpuissances, comparablement à la Russie par exemple. Mais les États-Unis à la Chine, en termes de coopération, soit des gains qui tirent dans la RDC, les États-Unis sont en avance. Pourquoi continuer toujours à déstabiliser ou soit à ne pas soutenir Kinshasa alors que Kinshasa semble avoir donné tout aux États-Unis? Mais parce que Kinshasa n'est pas l'allié naturel des États-Unis, il faut l'admettre. Et je suis en train de développer une petite théorie qui va peut-être blesser quelques-uns, mais moi je pense que les États-Unis est en train de chercher une certaine palestination de la partie est de la RDC. Je vais m'expliquer par des calculs très simples. Aujourd'hui, j'ai toujours considéré, moi personnellement, que les Rwandais représentent en Afrique, c'est que sont l'Israël le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient pour les États-Unis. C'est que c'est un partenaire historique à protéger. Comme disent certains, on ne peut rien face à un peuple génocidé. Alors moi, je pense que les États-Unis, en devenant maîtres du monde, se sont donné en quelque sorte ce devoir-là de protéger les peuples génocidés. Il y a les Juifs, il y a aussi les Rwandais. Pourquoi j'ai dit que les États-Unis sont en train de chercher une forme de palestination de la partie est de la RDC? C'est parce que les États-Unis aujourd'hui, lorsque vous voyez leur prise de position en faveur du Rwanda, vous comprenez qu'ils sont en train de chercher de l'espace en RDC pour le Rwanda. Et rappelez-vous de la raison même de la création du mouvement sioniste qui est venu promouvoir en quelque sorte la création de l'État juif. L'objectif était de trouver aux Juifs un espace sain, un endroit sain qui garantirait leur sécurité. Et cet espace-là, ils l'ont trouvé en Palestine. Aujourd'hui, ils sont en train de bouter complètement dehors les Palestiniens de leur propre État. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque Kagame déclare qu'il y a des espaces, il y a des terres rwandaises en République démocratique du Congo, bah, il faut pas prendre à la légère ces genres de... Il ne faut pas négliger. Voilà, il ne faut pas négliger ces genres de déclarations. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que Kagame est en train de conquérir
des terres en République démocratique du Congo et les États-Unis sont en quelque sorte en train sous les labels ou la bénédiction. Oui, sous les labels du GM23, les supplétifs du GM23 sont en quelque sorte en train de créer un espace sain, sécurisé pour les Rwandais. Et concrètement, qu'est-ce que l'on doit faire en termes de propositions stratégiques? Continuer toujours à collaborer sur le terrain avec la force de l'EAC? Faut-il vraiment attendre que les moratoires ou soit la date du départ des troupes de l'EAC, comme ça a été défini le 8 décembre par le président, le ministre de la Défense? La population congolaise actuellement, dans les Rutshuru, les Massissi, les Ouazalendo doivent toujours continuer à attendre que la date d'expiration de la mission de la force de l'EAC puisse continuer, ou nécessairement on doit mettre des cotons dans les oreilles? Réellement, pour être un peu réaliste, les Ouazalendo ne s'arrêteront pas. Pourquoi? Parce que les Ouazalendo sont en quelque sorte le fruit d'une frustration, le fruit d'un ras-le-bol exprimé par le Congolais. Par la population. Par la population congolaise. Rappelez-vous de la création, parce que moi j'inscris les Ouazalendo dans la continuité des moulélistes. Comment sont créés les moulélistes en 68, je pense. Ils sont issus d'une frustration de voir qu'il y a des envahisseurs qui viennent envahir leur pays. Et il y a aussi certains de leurs compatriotes congolais qui commençaient à pactiser avec ces envahisseurs afin de déstabiliser la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est dans cette même logique que s'inscrivent les Ouazalendo. Ils constatent qu'il y a une troupe étrangère qui sème la terreur dans le pays, avec la complicité de la communauté internationale, dont les chefs de file restent quand même les États-Unis. Et donc, ces résistants-là ont pris conscience du danger que représente cette cabale-là, et ils se sont pris le bras, ils se sont pris en responsabilité pour débouter tous ces envahisseurs et tous ces complotistes contre leur pays. Mais une crainte, Gaëtan, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir craindre, parce que les États-Unis constituent quand même la première puissance militaire, sur le plan stratégique, les États-Unis sont en train d'armer les Rwandais qui arment à leur tour leurs militaires, les M23, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce qu'il s'agit bien de l'armée rwandaise, qui porte quand même des masques du M23, donc de faux fuyards. Alors, si on s'attaquait directement à la force de l'EAC et que l'on s'attaque au Rwanda, n'est-ce pas, nous, les Ouazalendo, bien sûr, ferons déjà face à des ennemis. Mais justement, c'est les plus dur dans cette opération, dans cette progression de Ouazalendo, parce qu'entre eux et les M23, il y a quand même un rideau. Il y a quand même un rideau de glace qui s'érige devant eux. Ce sont les forces de l'EAC avec lesquelles on a des accords à respecter. Et moi, je pense que c'est la plus grosse erreur, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, la solution que je proposerai, elle est beaucoup plus diplomatique. Aujourd'hui, les relations internationales exigent une prise de position claire. Soit vous êtes de l'Occident, soit vous êtes de la Russie, soit vous êtes capitaliste communiste. Oui, justement. Qui dit Chine dit Russie. Donc, soit vous êtes de l'Occident ou carrément de la Chine, Russie. Et donc, les putschistes nouvellement investis au pouvoir dans les pays de l'Afrique de l'Ouest l'ont compris. Ils ont directement pris position en faveur de la Russie. On ne peut plus continuer dans cette forme de relations internationales d'hypocrisie. Le paternalisme. Oui, justement, où on fait semblant d'être avec vous pendant qu'on est contre vous. Il y a des cartes qui se jouent sous la table pendant que vous attendez à ce que les cartes se jouent sur la table. Donc, il faut à un certain moment que notre président de la République, parce que c'est lui le garant des institutions, c'est lui le chef de l'État, puisse comprendre cet impondérable-là. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de la guerre froide où les gens avaient peur de prendre position pour la Russie, pour l'ex-IRSS. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une scène internationale où règne la distribution, la redistribution des cartes. Multipolaire, il y a beaucoup de puissance. Recevoir plus de Congolais par le fait que on ne sait pas pourquoi les États-Unis, la grande puissance, la communauté internationale, continue toujours juste condamner simplement, mais on ne demande jamais, on n'impose jamais,
au Rwanda de pouvoir négocier à leur tour avec leurs frères, les FDLR. Mais on veut nous imposer les M23 comme quoi nous devons, le gouvernement de Kinshasa doit devoir négocier avec les M23. Et on oublie que les FDLR constituent toujours une menace, non seulement pour la RDC, mais également pour le gouvernement rwandais, ce qui veut dire que Kinshasa et Kigali, si réellement on veut avoir une paix durable dans la sous-région, il devait y avoir une imposition de dialogue entre Kigali et les FDLR. Ben justement, c'est ces petits jeux-là dont on a parlé en début d'émission, ces petits jeux de deux poids, deux mesures, d'hypocrisie internationale, où d'une part, vous soutenez les indépendances des uns et vous cautionnez, disons, la colonisation des autres. D'une part, vous soutenez l'invasion des autres parce que les États-Unis ne sont pas quand même un exemple des droitures sur la scène internationale. Ils ont envahi l'Irak, ils ont bombardé la Russie, ils n'ont pas des leçons. Même le Vietnam, le Somalie, tout ça. Donc ils n'ont pas des leçons de morale à donner à qui que ce soit aujourd'hui. Donc c'est ces petits jets-là d'hypocrisie dont il faut non seulement comprendre les tenants, comprendre les intérêts cachés, mais aussi se débarrasser complètement. Moi, je pense que c'est les moments aujourd'hui parce que avec les récents scénarios de la capitulation des États-Unis en Afghanistan, comment ces phénomènes qui met la France dehors, ça prouve à suffisance que l'Occident n'est plus si puissant qu'il était il y a des années. Donc, il faut saisir ces genres d'occasions comme le Hamas l'ont fait, comme les Russes l'ont fait, comme d'autres, comme l'Iran est en train de le faire pour s'affirmer encore une fois sur la scène internationale. Même le Mali, pour s'affirmer sur la scène internationale. En tout cas, nous sommes en train de cheminer petitement vers la fin, mais en tout cas, Gaëtan, ne savons pas, en ce qui concerne les Ouazalènes, c'est une guerre qui sera longue et populaire. Là, je suis en train de revenir à la station de M. Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'on peut se dire que la force de l'EAC, les États-Unis sont en train de vouloir exciter la population congolaise, qu'elle puisse prendre les armes, comme l'avait déclaré le général ici de la police nationale congolaise, inspection du Nord Kivu, c'était le général Yav. J'oublie un peu les noms, mais ouais. Alors, il a eu à déclarer ici au stade Afia comme quoi tout Congolais a le droit de pouvoir prendre des machettes, des armes blanches, des armes traditionnelles afin de pouvoir défendre le pays, car le pays est en train de partir. Alors, je ne sais pas, lorsque les États-Unis, la force de l'EAC sont en train de s'interposer comme ça, n'est-ce pas vouloir mettre en colère la population congolaise, et ça va durer combien de temps? Ça va durer longtemps. Pourquoi? Parce que ça va durer le temps que les forces de l'EAC continueront à être sur les sols congolais. Mais il y aura massacre, ça sera des scénarios à la MONUSCO? Justement, mais le problème c'est quoi? Aujourd'hui, les Ouazalendou sont en quelque sorte le fruit d'une frustration populaire. Une frustration qui ne sera calmée que par la fin des M23 et le retrait définitif des troupes de l'EAC. Donc aujourd'hui, moi je pense que les Ouazalendou ne sont pas un cas d'école, ne sont pas un fruit du hasard, ne sont pas aussi une génération spontanée. Ils ont bien réfléchi. Ouais, ils ont bien réfléchi. Il y a bien une cause qui a fait à ce que ces Ouazalendou-là puissent exister. Et la cause, elle est simple. Il y a une invasion étrangère sur le sol congolais. Et naturellement, lorsqu'il y a une invasion extérieure sur le sol d'un pays, il y a directement un repli nationaliste qui s'est créé naturellement. Donc aujourd'hui, les Ouazalendou sont un fait naturel et qui ne disparaîtra que lorsque la cause pour laquelle ils ont été créés, la cause pour laquelle ils se sont insurgés prendra fin. Mais une question, la dernière, je pense. Pourquoi chez nous, dans la population congolaise, on ne voit pas cet engouement comme ça s'est fait des jeunes lorsqu'il y a un appel, par exemple, comme le chef de l'État y a le fait récemment, qui est appel à pouvoir renforcer les FARDC pour défendre l'intégrité territoriale. Nous avons vu par exemple en Ukraine où il y a des volontaires, des jeunes qui viennent un peu de partout. Mais chez nous, est-ce qu'on peut espérer que la jeunesse, par exemple, d'autres provinces, parce que là, il y a maintenant les Ouazalendou du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont en train de se renforcer, on peut espérer que demain après-demain, d'autres jeunes, les jeunes de la RDC en général, d'autres provinces qui restent, vont devoir rejoindre
le Nord Kivu pour défendre quand même les territoires nationaux. Mais aussi longtemps que ça durera, il y aura toujours des jeunes qui rejoindront, disons de volontaires qui rejoindront d'autres qui sont déjà sur les lignes de front. Mais après, la difficulté qui fait à ce que l'armée ne puisse pas intégrer beaucoup de jeunes actuellement, c'est les mythes selon lesquels entretenus d'ailleurs par nous-mêmes, selon lesquels dans l'armée, il n'y a pas de bon traitement. L'armée, c'est absolument un mouroir. Aucun parent n'accepterait que son enfant aille dans l'armée. Aucun parent n'accepterait que son enfant aille dans le mouroir de l'armée congolaise. Donc aujourd'hui, moi, je pense que la balle est dans les camps du gouvernement congolais. Heureusement qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, notamment la revalorisation salariale des militaires, l'amélioration des traitements de militaires. D'ailleurs, j'ai eu à exploiter différents projets de société des candidats présidents, dont celui de Matata, celui de l'ensemble des Katumbi. Il y a toujours ces primats mis sur ce point-là, la réforme de l'armée, l'amélioration des conditions de l'armée et des militaires congolais. Donc, avec ça, on peut espérer que demain après-demain, l'armée congolaise sera plus forte qu'avant. Avant qu'elle ne soit forte, la population est en train de prendre son destin. Justement, et elle prendra son destin jusqu'à ce que la paix puisse revenir à l'Est. La paix va revenir à l'Est et cela dépendra des efforts de tout et chacun. Donc, nous sommes tous responsables de pouvoir s'élever et dire non à l'ennemi qui est le Rwanda, soutenu bien sûr par la communauté internationale, même s'il y a des, comment on peut appeler ça, des risques de la communauté internationale, en ce sens. Voilà, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission géopolitique, analyse et décryptage de l'actualité par des journalistes spécialistes. Ici au plateau, c'était un plaisir de pouvoir recevoir Gaëtan Kombi. Merci Gaëtan, vous êtes politologue de formation, mais également journaliste consultant à l'Air Nouveau. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup, monsieur Amiral. Voilà, bien de bonnes choses chez vous. Bon week-end. Merci de continuer à aimer et partager le plus que possible nos vidéos. À la prochaine.